Bienvenue à ce cours sur les techniques musculaires. Pour bien comprendre les techniques musculaires, nous allons voir la physiologie de contraction musculaire. À la base, quand nous allons dans l'intimité des fibres musculaires, nous voyons qu'il est constitué, le muscle, de deux parties rapprochées une de l'autre qui vont donner le raccourcissement du muscle. Donc, ces deux fibres-là, qui sont des microfibres, des myofibrilles, sont appelées actine et myosine. Donc, ici, je vais illustrer le centre du muscle, le ventre musculaire. Donc, les deux fibres en question, par des liens chimiques au niveau des protéines, vont tranquillement se rapprocher l'une de l'autre et rentrer une dans l'autre de façon à raccourcir, comme mes mains le font. Donc, ils vont partir d'une certaine longueur, qui est le muscle dans son entier, et tranquillement, sous influence nerveuse, il va y avoir une contraction et les fibres se rapprochent, ce qui amène un raccourcissement. Donc, si nous illustrons ça par une fibre comme ça ici, à l'intérieur, il y a des fibres microscopiques qui se rapprochent et les deux bouts du muscle se raccourcissent, qui eux-mêmes sont attachés sur des fascias. Donc, le fascia, contrairement à ce qu'on a appris dans une certaine anatomie, c'est l'élément le plus important. Le fascia lui-même entoure chacune des fibres musculaires et ces fibres musculaires-là sont en faisceaux qui eux-mêmes sont entourés d'un autre tissu facial et comme ça va former l'ensemble du muscle. Donc, quand on parle du biceps, la partie centrale du muscle, ce sont les fibres musculaires et les tendons et les aponevroses de tous les muscles sont formés de fascia. Donc, le rapprochement des deux bouts de mon muscle amène un mouvement. Donc, le raccourcissement du muscle tire sur une partie. Il y a une partie qui est plus mobile, qui s'appelle l'insertion. Il y a une partie qui est plus fixe, qui s'appelle l'origine. Donc, un muscle fait foncièrement une chose, c'est rapprocher deux points dans l'espace. Donc, entre ici et mon épaule, il va y avoir un rapprochement, ce qui est la contraction musculaire. Donc, tout ceci explique les multiples mouvements que l'on a, tout simplement rapprocher deux points dans l'espace. Donc, si l'on regarde un mouvement de muscle général, ça va être la partie motrice, le moteur va être au ventre musculaire et les fascias qui entourent vont aller s'attacher sur le périoste. Donc, la partie fascia, tissu conjonctif de l'os, va être uni avec le fascia du muscle. Ceci fait un prolongement. Donc, chacun des fascias est en connexion avec d'autres fascias musculaires, que ce soit au niveau du sus-épineux ou du trapèze ou même ici les muscles pectoraux. Le muscle, dans ce cas-ci, le biceps, va avoir des liens qui vont aller en haut et en bas unir les morceaux. Donc, la contraction, quand on la fait, ça va tirer en partie sur l'insertion plus distale et ceci va être réparti grâce aux fascias qui vont dans la membrane interosseuse. Donc, les fascias vont servir aussi de point de répartition à la force motrice qui vient du ventre musculaire. Sous influx nerveux, donc, on va avoir des nerfs qui vont aller de la moelle épinière. Donc, on va avoir des nerfs qui vont être moteurs. Un nerf qui part, dans ce cas-ci, de C6, qui va passer sous la clavicule dans le plexus brachial et qui va venir innerver le ventre musculaire. Ça, c'est le nerf moteur qui va, dans chacun des muscles squelettiques, aller faire la contraction, commander la contraction. Ça, c'est le premier nerf qui existe. Nous avons deux autres nerfs. Pour continuer plus loin l'explication de la physiologie musculaire, on doit regarder un peu plus intimement dans le muscle lui-même. Donc, il y a la fibre musculaire que l'on connaît tous, qui est la fibre musculaire grosse qui fait le mouvement. Mais à l'intérieur du muscle, on va avoir une structure qui est un nerf et un autre muscle. Donc, ceci s'appelle le fuseau neuromoteur. Si j'explique rapidement le fonctionnement du fuseau neuromoteur, c'est la petite structure qui va servir à faire les réflexes pour coordonner les mouvements. Donc, le système myofasciosquelettique a deux types de réflexes. Il y a le réflexe d'étirement et il y a le réflexe tendineux. Le réflexe d'étirement est basé sur le fuseau neuromoteur. Donc, si on regarde comme il faut le fuseau neuromoteur, c'est un nerf. Donc, ici, le ressort représente le nerf. Donc, le nerf est en spirale.
Donc, il va y avoir un nerf qui va aller à partir de cette petite structure ici jusqu'au cerveau, jusqu'à la moelle épinière pour donner de l'information. Et la partie plus musculaire ici, donc on a le gros muscle et on a le petit muscle. Cette partie musculaire-là ici aussi va avoir son nerf propre qui va aller contracter ou pas. L'ensemble de cette structure-là, le fuseau neuromoteur, qui est situé dans le ventre musculaire, va donner de l'information sur la vitesse d'étirement d'un muscle. Donc, ce muscle-là, le petit fuseau neuromoteur, peut varier sa longueur en fonction des stimuli. Si je m'en vais jouer au tennis, je vais de façon consciente stimuler le muscle, les muscles qui vont servir au tennis pour dire augmente ton tonus, prépare-toi à l'action. C'est via ce réflexe-là de fuseau neuromoteur que le muscle va être plus actif. Donc, c'est très important. Quand on a des problèmes de pathologie musculaire, c'est souvent un dérèglement de la coordination entre le système nerveux et le fuseau neuromoteur qui est responsable des problèmes. Donc, on verra dans les techniques d'ostéomassage comment désamorcer ces problèmes-là. Donc, nous avons ici un nerf qui s'en va au fuseau neuromoteur, un nerf qui s'en va au muscle à l'intérieur et un autre nerf qui s'en va au niveau du gros muscle. Donc, nous avons 3 nerfs qui vont aller gérer chacun des muscles, et comme ça pour l'ensemble des 625 muscles du corps. Donc, on a une gestion très grande au niveau de la moelle épinière de coordonner tous les mouvements en fonction du réflexe d'étirement. Si on regarde de plus près le réflexe d'étirement, qui est le réflexe basé sur le fuseau neuromoteur, donc lui, ce réflexe-là est pour gérer les mouvements rapides au niveau de l'étirement du muscle. Donc, quand on donne un coup comme ça ici, et on voit ma jambe qui est mobilisée, donc, ce qu'il y a ici, c'est le tendon du biceps. Donc, quand le tendon du biceps est étiré rapidement, comme dans le cas où je donne un coup, ça téléphone au fuseau neuromoteur qui est situé dans mon quadriceps. Lui, via son nerf, il envoie un message à la moelle épinière en disant il y a un étirement rapide ici, ça peut être dangereux. Et par voie réflexe de retour, le système nerveux va contracter mon quadriceps pour justement éviter que ça déchire. Donc, si quelqu'un, par exemple, me tire le bras rapidement, je n'ai pas le temps de penser est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, il y a un réflexe automatique de contraction pour éviter une déchirure. Et en même temps, ce réflexe d'étirement-là permet la coordination des muscles. Après un certain état d'étirement, quand je marche, bien, le corps ramène les contractions pour faire une coordination de la marche. Donc, le fuseau neuromoteur, c'est l'élément essentiel du réflexe d'étirement. Ce fuseau neuromoteur-là, qui est situé dans le ventre musculaire, dans le centre du muscle, est stimulé et par un nerf qui va varier la longueur du muscle et par un nerf qui va donner de la sensation à la moelle épinière. Donc, ce nerf-là ici va pouvoir être court-circuité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une espèce de court-circuit dans le système et l'information qui est envoyée est faussée et le muscle reste contracté. Donc, on appelle ça des contractures musculaires. Ce qui est la principale pathologie d'un muscle, c'est de rester contracté de façon chronique sans que la personne en soit consciente ou sans que la personne puisse le décontracter, car ça se passe au niveau réflexe profond. Et c'est basé sur une dysfonction soit du fuseau neuromoteur ou du circuit nerveux qui relie les deux. Mais la résultante est une contraction chronique du muscle. Cette contraction chronique du muscle-là va entraîner un paquet de systèmes de dégénérescence que nous allons voir dans le cycle de dégénérescence. Les pathologies musculaires sont principalement causées par des contractions réflexes qui vont perdurer. Donc, on va appeler ça des contractures. Soit que ce soit une surutilisation du muscle ou d'autres stress biomécaniques, pour X raisons, le muscle va rester raccourci. Donc, il va faire un petit peu perte de mobilité, perte de longueur et en même temps, il va amener des problèmes sous-jacents à l'augmentation de pression. Donc, les problèmes musculaires, c'est contracture. Il va évidemment y avoir de l'inflammation locale dans le ventre musculaire. Il peut y avoir aussi de l'inflammation sur les tendons,
même si ça regarde plus les fascias. Il va y avoir aussi une forme de microdéchirure qui peut être du claquage. Il va y avoir aussi des dépôts, de l'acidité, ainsi que d'autres substances qui vont être des déchets de contraction musculaire qui vont stagner dans le ventre musculaire et amener une dysfonction musculaire. Évidemment, à la longue, ceci peut donner une faiblesse et une atrophie musculaire, sans parler de tous les phénomènes de douleur qui vont être associés à cela. Autre chose qui peut y arriver, c'est des points triggers, donc le développement de points douloureux qui vont irradier à distance une zone de douleur. Donc, l'ensemble des problématiques musculaires visent surtout le fuseau neuromoteur, la relation avec le système nerveux et la gestion de la contraction. Donc, contracture principalement. Le cycle de dégénérescence musculaire va être vu de façon interne et externe. Nous allons commencer par les signes externes, sous-entendu que ça vient de phénomènes tissulaires profonds. Donc, la première étape, ce sera souvent du stress biomécanique, genre gestes répétés, microtraumatisme, mauvaise posture ou manque de repos. Donc, les impacts vont amener une désorganisation. Cette désorganisation-là va se traduire au niveau palpatoire par une augmentation de densité, le muscle restant raccourci, il va y avoir une perte d'élasticité, il va y avoir aussi des mouvements faussés. Donc, au lieu de pouvoir étirer, si on prend mon biceps au maximum, le muscle reste raccourci et je ne peux pas l'étirer normalement. Même chose si je lève l'épaule, certains muscles peuvent empêcher le mouvement. Des gestes faussés. La désorganisation continue, on va avoir de la destruction. Donc, il va y avoir de l'inflammation, des tissus qui sont usés, frictionnés, vont se détruire, le corps essaie de les réparer. Au niveau du tissu musculaire, il va être remplacé par un tissu conjonctif, du fascia. On va appeler ça de la fibrose. Donc, il va y avoir une forme de destruction des cellules musculaires. Au niveau des inflammations, il va y avoir une destruction des tendons et l'inflammation locale au niveau musculaire. Augmentation du collagène, donc, et en même temps, une congestion liquidienne. Toutes ces choses-là, ces destructions-là, vont amener une dysfonction. Les dysfonctions vont être évidemment des contractures chroniques, donc un geste qui va être constamment gêné. Donc, on ne peut plus fonctionner normalement. On est dysfonctionnel au niveau de tous les mouvements que ce muscle-là permettait. Il va y avoir des raideurs et évidemment de la douleur. Donc, les dysfonctions de douleur vont amener un paquet de compensations. Il va y avoir une perte d'élasticité, puis il va y avoir aussi ce qu'on appelle une facilitation motrice. On va être habitué de toujours faire les mêmes gestes. Par exemple, si je ne suis plus capable de lever mon épaule parce que ça fait mal ici, je vais contracter mon trapèze pour faire le mouvement. Donc, même si je guéris mon épaule, souvent je vais avoir tendance à lever le trapèze au lieu de juste lever l'épaule. Donc, facilitation motrice. Tout ça va se propager. Si j'ai de la misère à lever mon épaule, exemple, je vais avoir d'autres fascias, d'autres muscles, d'autres articulations qui vont être contaminées. Le système de propagation va s'étendre aux chaînes myofasciales, donc entraîner des cycles de dégénérescence et en même temps commencer à créer d'autres compensations. Je vais utiliser plus mon autre épaule ou plus une autre partie de mon corps pour suppléer à la partie déficiente. Donc, propagation, ça refait des impacts et le cycle repart. Nous allons passer au cycle de dégénérescence musculaire au niveau tissulaire interne. Nous commençons toujours par l'impact. Donc, l'impact à ce stade-ci peut être évidemment des microtraumatismes, des gestes répétés qui vont fatiguer le muscle et aussi, ça peut être des problèmes organiques. Donc, au niveau musculaire, l'organe qui est le plus important, c'est le foie. Donc, si le foie est congestionné, il va moins bien désintoxiquer et filtrer le sang, qui lui-même va moins bien nourrir le muscle. Donc, il peut avoir des carences de minéraux, carences de nutriments et évidemment carence d'oxygène. Tout ça fait en sorte qu'il peut avoir une forme de contracture qui, elle, va partir le bal de désorganisation. Donc, ces impacts-là vont aller au niveau de la contracture, augmenter la pression intramusculaire. Donc, la pression intramusculaire, ça veut dire qu'il y a plus de pression sur les veines et les artères et les vaisseaux lymphatiques. Donc, il y a moins de circulation sanguine, liquidienne.
Ceci entraîne d'autres conséquences, à savoir qu'il va y avoir des pertes d'oxygène, donc il va y avoir une destruction en partie au niveau de certaines fonctions du muscle, perte au niveau de nutriments, donc il y a moins de sang qui est apporté au muscle, donc il va y avoir moins de nutriments, augmentation des déchets. Si le muscle reste contracté, il produit des déchets qui ne sont pas évacués à cause de la congestion de la stase liquidienne. Donc, il va y avoir une destruction au niveau liquidien de l'oxygène, des nutriments, augmentation du CO2 et les déchets vont stagner. Donc, la troisième étape de destruction va entraîner des dysfonctions au niveau métabolique. Il va y avoir une baisse de métabolisme. Donc, le muscle va être moins capable de forcer, il va avoir de la faiblesse, de la fatigue. L'énergie ne sera plus disponible. Donc, des dysfonctions au niveau de la qualité. Le réflexe d'étirement va être perturbé. Donc, on ne saura plus exactement si le muscle a été tiré trop ou assez. Donc, c'est ce qui se passe souvent dans les cas de whiplash. Il y a eu un muscle qui a été traumatisé, le réflexe est perdu, on vient pour se pencher en avant et la dysfonction du système de réflexe est perturbée et on a des douleurs alors qu'il n'y en a pas. À partir de cette dysfonction-là, il va y avoir une propagation aux autres muscles, aux autres cycles de dégénérescence qui vont tranquillement au niveau musculaire externe, au niveau facial, au niveau articulaire, se propager. En plus, au niveau de toute l'organisation du système nerveux, il va y avoir des dysfonctions au niveau de la moelle épinière, au niveau de la colonne vertébrale. Donc, ce système-là, qu'on appelle un système de métamère, va être perturbé. Il va y avoir aussi une dernière façon de perturber ça au niveau du schéma moteur. Le schéma moteur, c'est l'organisation, l'image que j'ai de mon corps et comment performer des mouvements. Donc, la contracture musculaire profonde va faire en sorte que le schéma moteur va être altéré. Je ne pourrai plus faire ne serait-ce que faire de la souris de la même façon. Donc, je vais être obligé de changer mon comportement moteur et les muscles vont compenser et la douleur va se propager. Et ça recrée de nouveaux impacts et on repart le cycle. Nous allons analyser un petit peu plus les trois techniques musculaires en fonction de la physiologie et du cycle de dégénérescence que l'on vient de voir. Si l'on commence par la première, qui s'appelle le soulagement par raccourcissement, donc on va avoir, quand on verra un peu plus le protocole, une fonction énorme sur le fuseau neuromoteur. Donc on va chercher un point musculaire douloureux qui correspond en général au ventre musculaire et au fuseau neuromoteur. Donc, avec un raccourcissement, on va soulager la douleur que l'on a créée. Donc, ceci va aller au niveau du système nerveux, rétablir le mouvement normal du muscle. Ça va décontracter le fuseau. La cassette, si on peut dire, de contracture va se calmer et à ce moment-là, on pourra bouger plus normalement. Ça, c'est la première technique, le soulagement par raccourcissement. Donc, ça va briser le cycle de dégénérescence à des endroits cruciaux. La deuxième technique, le micromassage, lui va travailler beaucoup sur les congestions liquidiennes. Donc, ça va être des mouvements où on va aller en profondeur, chercher les fibres qui sont contractées, les fibres où il y a de la congestion liquidienne, et on va réaligner ces fibres-là et en même temps faire du pompage pour accélérer le changement de liquide, donc le sang et la lymphe. Donc, le micromassage va jouer sur certains aspects du cycle de dégénérescence, permettre au niveau local, au niveau des fibres elles-mêmes, de se réaligner, de se décontracter et reprendre leur longueur et leur tonus normal. La troisième technique, qui est l'étirement spécifique, sa fonction, ça va tout simplement être de redonner de la longueur à la musculature. Donc, une fois qu'on aura décontracté, enlever le réflexe de contracture, travailler les liquides avec le micromassage et d'autres techniques, le muscle va être en état de se faire étirer. Donc, à ce moment-là, on va faire un étirement mécanique sur des endroits précis du muscle pour, après un certain temps, que le muscle reprenne sa longueur initiale et puisse à nouveau être étiré, puis avec les muscles agonistes et antagonistes, faire un mouvement normal. Donc, ceci est une façon de positionner les techniques
dans un ordre d'intervention au niveau du cycle de dégénérescence. Nous allons voir le soulagement par raccourcissement. Cette technique est un raccourcissement dynamique d'un muscle qui contient un point douloureux ou un point trigger dans le but de soulager cette douleur. Les indications de ça, c'est tout point douloureux, qu'il soit trigger ou pas, une bande musculaire contractée, un cordon myalgique ou toute douleur d'origine myofaciale dans la région en question. Voyons l'application pratique du soulagement par raccourcissement. Première étape, donc, c'est de trouver un point douloureux ou un point trigger, ce qui s'est fait au préalable avec la palpation ou les indications de la personne. Donc, ici, il y a un point sensible. Donc, nous allons faire la deuxième étape, qui est de prendre le bon levier. Donc, il y a des possibilités que ce soit le muscle rhomboïde, dépendamment de l'orientation des fibres et évidemment de la localisation. Donc, pour prendre le bon levier, nous allons soit avec une main soulever l'épaule et venir comme ça, ou faire un flip comme ça. Donc, nous avons ici la deuxième étape qui est de prendre le bon levier et de connaître la direction des fibres. Donc, le rhomboïde, son mouvement, c'est rapprocher l'omoplate. L'autre étape, c'est de faire une pression douloureuse moyenne. Donc, il ne faut pas que ça soit trop fort ni trop faible. À ce compte-ci, on va demander à la personne de nous dire quand ça fait mal. Comme ça ici. Et puis, l'autre étape, c'est de raccourcir tranquillement le muscle jusqu'à ce que ça fasse moins mal. C'est ça. À ce moment-ci, on peut se remettre debout, comme ça ici, pour avoir une meilleure ergonomie. On peut aussi prendre un petit coussin et le mettre en dessous. Relâche bien. Et reprendre notre point qui ne s'est pas sauvé. Et l'autre étape, c'est d'attendre pendant 30 secondes à 60 secondes. Inspire bien. Et faire notre pompage liquidien. À l'expire de la personne, nous relâchons la pression. Donc, la pression de base, inspire bien, est maintenue. Et à l'expire, nous relâchons cette pression et non pas presser plus vers l'intérieur. 2-3 fois. Si on sent sous nos doigts que les fibres ont relâché, on peut aller fouiller dans la zone de la fibre musculaire pour trouver d'autres tensions. Quand on sent sous les doigts que ça leur réduit la tension, on peut doucement remettre le bras à sa place et passer à d'autres techniques. Nous allons faire la démonstration sur les muscles fessiers et en même temps parler du cycle de dégénérescence. Donc, on a trouvé un point sensible. Tu me diras ici, oh, ça c'est sensible, on voit la réaction de la personne. Donc, pour faire le protocole, ça va être les mêmes étapes. Donc, ce que le protocole et l'application de technique vont faire, donc on prend très bien le levier inférieur qui va nous permettre de raccourcir le muscle. Donc, on va faire la pression douloureuse. Donc, on travaille sur le fuseau neuromoteur. Tu me diras, quand c'est sensible. Ici, et quand c'est moins sensible. Donc, on raccourcit tranquillement. C'est bon comme ça. Donc, ici, je peux pousser un peu avec mon iliaque pour soutenir avec ma main ici. Donc, pendant qu'on fait le pompage, inspire bien, le fuseau neuromoteur va se détendre. Donc, il va y avoir un relâchement de la boucle gamma qui entretient la contraction musculaire. Il va y avoir une diminution de la vigilance, donc la contracture du muscle et le réflexe de contraction va être diminué. Notre pompage liquidien va amener du liquide autour d'un point qui est vraiment en manque de liquide et de nutriments. Donc, ça va augmenter l'oxygène, ça va aider la fibre du muscle et le fuseau neuromoteur à mieux circuler, ce qui va diminuer la contraction globale inconsciente de ce muscle. Et en même temps, en raccourcissant le muscle, ça lui permet de pouvoir mieux s'étirer par après. Donc, c'est le genre de manœuvre qu'on va faire en préalable dans une zone très tendue, avec ou sans micromassage, et on fera l'étirement par après. Pour appliquer le soulagement par raccourcissement sur le muscle pectoral, le grand pectoral, on aurait trouvé un point en palpant bilatéralement. Donc, ce qu'on va faire, c'est reproduire le mouvement de ce muscle, à savoir
à partir de l'état d'abduction du bras, de l'humérus, ramener comme ça ici. Donc, c'est ce que fait le muscle. Donc, on part un peu en ouverture, on va faire notre pression douloureuse et on va ramener tranquillement, jusqu'à ce que la personne nous dise que ça fait moins mal. Donc, cette technique vise à travailler le système nerveux, laisse bien tomber, s'assurer toujours dans la technique que la personne relâche bien. Le patient fait ce qu'il peut, mais souvent c'est au thérapeute de s'assurer. Donc, on peut avoir en général un mouvement qui va arrêter ici. Si ce n'est pas suffisant, on va aller plus loin. Donc, c'est toujours la même chose. Si, à partir de la position de base, il n'y a pas de soulagement à une certaine amplitude de mouvement, on va chercher d'autres micro-mouvements, laisse bien tomber, puis s'assurer que la personne se détend bien. Donc, on vise le système nerveux central, on vise les fibres localement contractées du muscle, on vise la circulation sanguine, liquidienne et lymphatique, et on vise aussi la fibre elle-même en tant que groupe dans un muscle. Donc, toutes ces structures sont visées par la technique de soulagement par raccourcissement. Donc, c'est important de bien attendre que la personne, en inspirant et en expirant, amène la possibilité de faire notre pompage à l'expire. Donc, on demande à la personne consciemment de respirer plus fort, ce qui amène de l'énergie et de la conscience dans la zone visée. Puis, à la fin, il faut ramener doucement pour ne pas repartir le réflexe de contraction de vigilance musculaire. Plus c'est une zone douloureuse, plus on y va lentement. Si les gens ont peu de sensations, si la zone est anesthésiée, à ce moment-là, on ne se fie pas tellement à leur indication de douleur réduite, mais on se fie à ce que l'on sent sous les doigts. Le micromassage est une prise spécifique en profondeur de fibres contractées avec des mouvements lents de cisaillement, friction, torsion. On fait le micromassage dans le but d'arriver à diminuer la tension dans des fibres contractées, augmenter la vitalité dans un point de contracture musculaire locale et diminuer les points triggers qui ont été activés par différentes circonstances. Pour faire l'application du micromassage, nous allons démontrer sur le carré des lombes. Donc, on a fait par palpation où la personne nous indique le lieu de douleur. On a trouvé un point. Donc, ce point ici correspond grosso modo soit au muscle iliocostalis ou carré des lombes. Donc, de toute façon, les deux se font sensiblement de la même façon. Donc, la première étape, c'est évidemment de trouver un point. La deuxième, c'est d'identifier quel muscle est affecté par le point et donc son fonctionnement. Troisième étape, c'est raccourcir passivement ce muscle. Donc, si on prend pour acquis que c'est le carré des lombes et que origine et insertion sont iliaque et côte, en inclinant le bassin, c'est-à-dire en tassant les jambes vers la droite, on va avoir un raccourcissement passif. Ici, on rapproche origine et insertion. L'autre étape est de saisir, il va y avoir différentes sortes de prises. Cette prise-ci à 4 doigts va permettre d'aller en profondeur. Donc, on va avoir des vecteurs de force qui vont pousser nos doigts vers le centre du point. Donc, on n'essaie pas de travailler le point directement, on y va par la périphérie. Donc, on va aller avec une ceinture scapulaire qui est en demi-cercle chaque côté. Donc, on peut imaginer un demi-cercle ici et un demi-cercle ici, tout étant solidaire, épaule, coude, poignet. Et le fait d'avancer notre sternum, ça ferme le cercle sur le point qu'on veut travailler et ça donne en même temps la direction des vecteurs de force qui vont aller en profondeur contacter les tissus environnants du point. Donc, à ce moment-là, c'est la dissociation de la ceinture scapulaire qui amène des mouvements. Puis là, on va faire avec notre ceinture scapulaire des mouvements. Donc, c'est vraiment la ceinture scapulaire qui fait les mouvements. Donc, ce sont des mouvements lents, type cisaillement, torsion. On déplace en haut, en bas, à droite et à gauche. On travaille horaire et anti-horaire. Donc, tous ces mouvements-là, on les fait lentement pour sentir en dessous le travail appliqué sur les fibres contractées. Donc, en cours de route, on va relâcher notre pression pour faire le pompage liquidien. Donc,
c'est un mouvement lent, on peut faire de 30 secondes à 1 minute et recommencer quelques fois le travail. Contrairement au raccourcissement passif qu'on ne fait qu'une fois, qui est de type information, le micromassage est plus de type mécanique locale. Donc, on peut le faire 2-3 fois sur le même muscle dans la même session. Donc, si on sent que sous nos doigts, ça se détend, on peut relâcher et passer à une autre technique. Nous allons faire l'application de la technique de micromassage sur l'angulaire de l'omoplate, sa partie insertion inférieure. Donc, il y a plusieurs prises possibles. On a vu celle à 4 doigts. Il existe celle à 2 pouces. Et maintenant, on va voir celle à une main et 2 doigts. Donc, dépendamment de la zone, on va prendre la plus adéquate. Ici, donc, nous allons avoir une main qui va mobiliser l'omoplate, comme ça ici. Donc, avec mon corps, je vais pouvoir varier l'angle, hauteur et donc la tension sur le muscle. Et avec nos 2 autres doigts, je vais venir coincer la partie tendineuse qui est souvent fibreuse et je vais pouvoir faire les mouvements de raccourcissement. Donc, je vais élever un petit peu l'omoplate vers le cou, ce qui permet de détendre et aller plus en profondeur. Donc, ici, je vais avoir des doigts qui bypassent, qui vont aller par-dessus le muscle trapèze et qui vont aller avec le pouce coincer l'angle de l'omoplate de façon à pouvoir travailler en raccourcissement passif et en micromassage. Donc, mes 2 mains travaillent avec ma ceinture scapulaire de façon à faire les mouvements sur la zone ici. Donc, en principe, ce n'est pas une technique douloureuse. Ici, ce qu'on vise, donc, c'est de faire la fibrose avec un petit pompage liquidien. On va amener du nouveau sang, donc baisser un petit peu l'état d'acidité, l'état de hypo-oxygène. On vise aussi évidemment localement à dissocier les fibres. Donc, le travail peut se faire beaucoup plus lent quand on est dans une zone très douloureuse ou un peu plus rapide si la souplesse est là. Donc, on fait nos mouvements de cisaillement, dissociation en torsion, traction vers l'avant et vers l'arrière, horaire, anti-horaire, tout ça en même temps. Donc, on peut sentir les petits mouvements faciaux des muscles, des fibres, ou le faire de façon plus mécanique. Donc, on a le choix dans le micromassage. Si on sent les mouvements, on y va beaucoup plus lent, ce qui est idéal. Sinon, on y va de façon un peu plus mécanique. Nous allons faire la démonstration du micromassage sur les petits muscles profonds, les rotateurs ou les multifibres au niveau de la colonne vertébrale. Donc, l'accès est très difficile. Pour ce faire, nous allons devoir utiliser des surfaces qui vont pouvoir rentrer en profondeur. Donc, ça va être nos 2 pouces. On garde toujours la même idée du demi-cercle de chaque côté. Et avec notre sternum qui avance, on arrive sur la zone que j'ai préalablement palpée pour identifier les contractures. Donc, le micromassage au niveau du cycle de dégénérescence permet aux fibres contactées par le pompage liquidien, donc le relâchement régulier de la pression, d'amener du nouveau sang. Donc, amener de l'oxygène, des nutriments, baisser l'acidité locale. Ça permet aussi aux fibres, en faisant nos mouvements, de les dissocier. Donc, quand on fait nos mouvements, on va aller en profondeur, prendre des fibres qui sont, soit il y a des adhérences ou ils sont contracturés et tordus. Donc, ça va les réaligner. Ça permet aussi localement d'avoir un alignement global avec les autres muscles. Donc, ne pas perpétuer des cycles de dégénérescence ou transférer le problème à d'autres structures environnantes. Donc, le micromassage a plusieurs fonctions au niveau local, un petit peu moins au niveau du système nerveux. Donc, ça va aussi diminuer la douleur et la tension locale. Donc, c'est un travail qui se fait très bien avant l'étirement du muscle, avec ou sans raccourcissement passif. Nous allons passer à la technique d'étirement spécifique. Donc, c'est une technique musculaire qui vise à allonger le muscle de façon mécanique. Donc, on va procéder pour la démonstration au niveau du muscle quadriceps. Donc, on aura évidemment identifié avant un point tendu.
une bande musculaire contractée ou un muscle raccourci. Ça, c'est les indications, plus les douleurs locales. Donc, si on prend pour acquis qu'il y aurait un point sensible au niveau droit fémoral, donc, première étape, c'est évidemment de trouver un point, une douleur, une fibre contractée. Deuxième, c'est identifier le muscle. Dans ce cas-ci, on prend pour acquis que c'est le quadriceps. Et on va, troisième étape, positionner le muscle de façon à l'étirer. Donc, déjà, en positionnant comme ça, on va étirer, puis on va venir bloquer avec notre jambe le pied de façon à garder l'étirement. Donc, étirement mécanique en position passive. Maintenant, le deuxième temps de l'étirement, ça va être un étirement mécanique qu'on va appliquer avec nos mains ou nos doigts, dépendamment de quel muscle on fait. Donc, dans ce cas-ci, je peux, en n'étant pas trop tordu, appliquer avec mes mains en croisée une pression en profondeur et en longitudinale de part et d'autre du point. Donc, je rentre en profondeur en premier pour aller solliciter le muscle visé. Et après ça, j'étire en longitudinal. Cette prise-là est statique. Je la maintiens pendant une quinzaine de secondes à 30 secondes, dépendamment de ce que je sens sous mes doigts. Donc, sous mes mains, entre mes mains, je devrais sentir l'élastique qui relâche tranquillement. De temps en temps, je peux faire un pompage liquidien relâché en longitudinal et reprendre la pression. Donc, le relâchement n'est pas en profondeur, mais en longitudinal, de façon à donner du relâchement dans les tissus pour que le système liquidien soit pompé. Donc, profondeur, allongement, on maintient, on relâche de temps en temps. Donc, l'étirement passif est important et après ça, l'étirement dynamique avec nos mains vient compléter le tout. Nous allons faire la technique d'étirement spécifique au niveau musculaire sur le trapèze supérieur. Donc, on va identifier évidemment origine d'insertion du muscle et évidemment un point avant ça ou un muscle contracté. Le trapèze étant souvent contracté, on ne se trompe pas avec cette technique. Donc, mes doigts vont venir au niveau de l'occiput, là où s'attache le trapèze, la partie supérieure, et au niveau acromion et clavicule. Donc, je vais avoir dans un premier temps, je vais baisser l'omoplate vers les pieds de façon à ce que mes doigts ici centrent l'étirement de l'élastique musculaire. Et je vais, après ça, tourner un petit peu la tête et incliner un petit peu la tête pour avoir une bonne tension dans le muscle trapèze que je vais maintenir. Donc, cette technique vise à allonger un muscle contracté de façon à ce que les agonistes et antagonistes travaillent mieux. Ça vise à redonner de la force. Plus le muscle est souple et allongé, plus il peut développer une force biomécanique. Ça vise à réaligner les fibres. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, les fibres se décontractent et je peux, à ce moment-là, comme vous voyez, bouger tranquillement la tête et rebaisser le bras vers les pieds pour étirer, garder la tension. Donc, avec le temps, qui varie de 15 secondes à 30 secondes, on a une détente. Donc, ça travaille l'appareil tendineux de Golgi et le système nerveux central. Inspire bien. On peut toujours, à l'expire, faire un petit relâchement, comme ça ici, pour donner un petit peu de pompage liquidien. Donc, ça réenligne les fibres, allonge le muscle. Donc, nous allons faire l'étirement spécifique au niveau du carré des lombes. On avait déjà un point trouvé. Donc, on va étirer mécaniquement, première étape. Pour ce faire, nous allons bloquer au niveau des lombaires et nous allons translater tranquillement les jambes vers nous, ce qui va séparer origine d'insertion. Donc, première étape, trouver un point, identifier le muscle, après ça, séparer mécaniquement. Et puis, nous allons donc ici avoir 3 prises. Et vu que les fibres du carré des lombes ont 3 directions, nous allons avoir 3 prises différentes. Donc, si on fait des fibres qui sont longitudinales, on va se placer de part et d'autre avec une prise croisée. Donc, la prise croisée, pour qu'elle soit efficace, on doit avoir au niveau de notre nombril le X de nos mains et non pas être comme ça, par exemple, ce qui n'est pas très ergonomique. On peut se mettre sur la pointe des pieds dans ce cas-ci ou travailler du même côté, ce qui va être un petit peu plus près, de façon à pouvoir, après ça, avec notre poids et la structure, aller en profondeur et après ça, séparer longitudinalement. Donc, on rentre en profondeur et on sépare et on maintient.
comme ça. Donc ça va travailler au niveau du cycle de dégénérescence, l'allongement du muscle. Donc ça va lutter contre la contraction. Ça va stimuler le réflexe d'inhibition au niveau du muscle sollicité. Donc ça va aider à l'allongement musculaire. Ça va donc augmenter la mobilité. Si la personne cherche à faire un mouvement et que le muscle est raccourci, ça limite le mouvement. Ça va aussi empêcher que d'autres muscles viennent compenser. Ça va donner aussi la relation agoniste-antagoniste. Donc, les muscles qui travaillent à l'opposé du muscle sollicité vont être plus mobiles, plus capables de faire le mouvement. Et en même temps, au niveau de la circulation liquidienne, en l'allongeant comme ça et de temps en temps en faisant notre relâchement, ça va permettre la circulation et défaire le cycle de blocage liquidien. Une autre façon de faire pour le même muscle, nous allons au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieur ici, faire une prise structurelle au niveau des côtes et avec notre tronc, séparer origine-insertion. Donc ça va étirer les fibres obliques qui sont obliques dans ce sens-là. Donc au niveau des techniques, c'est une technique qui est à faire surtout après le soulagement par raccourcissement ou le micromassage. Donc elle est plus invasive comme technique. Donc, dans l'ordre des techniques, le soulagement par raccourcissement est très peu invasif. Micromassage ne l'est pas tellement beaucoup, mais celle-ci est plus impliquante au niveau des tensions que l'on va créer chez la personne. Donc, si la personne est rigide ou douloureuse en phase aiguë, ce n'est pas une technique qu'on fait d'emblée. Peut-être même on la fera une autre fois. Et encore là, pour les fibres qui sont obliques dans ce sens-là, on va venir faire un étirement dans l'autre sens. Donc, on prend au niveau des côtes, au niveau la sacro-iliaque et on va faire avec notre ceinture scapulaire une mise en tension. Donc ça va stimuler l'appareil tendineux de Golgi qui va faire une inhibition via la moelle épinière du muscle en question. Donc on doit garder au moins 15 à 30 secondes l'étirement de façon à pouvoir stimuler le réflexe d'inhibition. Donc, ça va permettre l'allongement des muscles, orienter les fibres dans le bon sens et enlever en partie la fibrose due au raccourcissement du muscle. Voilà qui complète notre cours d'ostéomassage technique musculaire. Bonne pratique!